Salut et bienvenue sur Anacaland pour la critique et même surtout je pense analyse très attendue de Avatar 3, Avatar de feu et de cendre, qui est enfin disponible au cinéma depuis donc aujourd'hui, malheureusement qu'à 14h, donc c'est pour ça que cette vidéo arrive un peu tardivement, là je sors tout juste de la séance et c'est un peu le bordel dans ma tête, donc c'est aussi pour ça que je pense que ce sera plus analyse, critique, tout mélangé, un peu chaotique, vous me connaissez mais il y a tellement de choses à dire, je pense même, il y a de fortes chances que je refasse une vidéo dans quelques jours, voire même juste demain, en plus du live qu'on va faire chez l'écran fou. Donc voilà, comme ça vous avez le rendez-vous qui est pris demain soir. On a un live avec l'écran fou et Culture Geek et peut-être quelques autres où on va débriefer un petit peu Avatar et d'autres films, d'autres productions un peu récentes et tout ça. Donc ce sera l'occasion aussi de mettre un peu les idées en ordre. Mais comme je le disais, il y a des chances que je refasse une vidéo. Parce qu'il y a forcément des éléments que je vais oublier, et puis de toute façon cette vidéo ne va pas durer 3h30, donc voilà, je vais forcément passer rapidement sur des trucs, voire en oublier, voire me mélanger les pinceaux, parce qu'il y a eu quand même énormément de choses dans ce troisième film qui est très dense comparé au second, justement, je pense que ça en satisfera certains, puisque c'était quand même une critique qui était revenue assez souvent par rapport au second film, qui était un peu vide, un peu lent. Là, à l'inverse, je l'ai trouvé très rapide, peut-être même un peu trop, sachant qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, la version, on va dire, finale, pour James Cameron, le Final Cut en quelque sorte, durait 6 heures avant d'être réduit à 3h15 ou 3h20, un truc comme ça. Donc effectivement, il y a eu des choses qui ont été coupées et je trouve que ça se voit un petit peu. Ça se voyait déjà dans La Voix de l'eau, ils avaient coupé quasiment 1 heure, je crois. Là, ils en ont coupé presque un peu moins de 3. Donc vraiment, je trouve que ça se voit un petit peu sur certains développements. Mais honnêtement, si demain ils nous sortent un coffret avec les deux en version longue, à savoir un film de 10 heures pour les deux films, je prends. Mais voilà, donc bref, on va voir ça dans cette vidéo. Donc évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Satisfait, pas satisfait, un peu déçu, au contraire ultra hypé, est-ce que vous avez envie de le revoir demain, de retourner au cinéma pour le revoir, voilà, enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires, on va pouvoir après débattre un petit peu de tous les éléments que je vais soulever dans cette vidéo, n'hésitez pas à rebondir dessus si vous avez des précisions ou des contradictions à donner évidemment, et puis comme d'habitude, hein, le petit like si la vidéo vous plaît pour donner de la force, et évidemment un abonnement, ça fait toujours très plaisir, et comme je disais, ce sera mon cadeau d'anniversaire, et si justement, j'allais oublier, mais en ce moment sur mes réseaux, donc sur Twitter et enfin X et Instagram, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans un commentaire épinglé, j'organise un concours qui se termine dimanche pour gagner l'affiche de votre choix, une affiche de cinéma qui vient directement d'une salle sur un des films de votre choix de 2025. Donc n'hésitez pas à aller participer, et en plus de ça, si vous mettez un commentaire dans cette vidéo, on va dire que vous avez une chance supplémentaire de participation. Donc voilà, allez jeter un œil sur mes réseaux, vous pouvez participer sur les deux, ça fera aussi double chance. Donc allez-y, lâchez-vous, multipliez les chances et puis partagez au max cette vidéo, déjà ce serait plutôt pas mal. Et donc sur ce, on est parti. Donc Avatar de feu et de cendre qui, comme je disais, est assez dense. Déjà, première surprise, entre guillemets, j'ai trouvé ça un peu étonnant au début, puis au final plutôt logique en fait, que vraiment tout s'enchaîne immédiatement après les événements du second film, La Voix de l'eau, et même on reprend même certaines séquences de La Voix de l'eau qui réintroduisent ce nouveau film là, donc pour moi ça veut juste prouver qu'en fait tout ne fait qu'un seul et même film, même s'il y a certes une fin et une morale à la fin de La Voix de l'eau, et qu'en plus on change de narrateur entre La Voix de l'eau et de feu et de cendre. Mais pour moi c'est vraiment un seul et même film, je trouve, en tout cas en termes de structure, et c'est aussi ce qui explique possiblement pourquoi le rythme du 2 était un peu décevant pour certains, puisqu'en vérité ce n'était qu'une longue introduction, c'était que la première moitié d'un film en fait, dans lequel tout le climax, tous les événements et tous les péripéties et les conclusions d'événements et tout se déroulent dans celui-ci, et presque on pourrait prendre la fin de La Voix de l'eau comme étant seulement presque un élément déclencheur, ou en tout cas le... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Le film a été très long, voilà, donc du coup, comme je vous dis, mes idées ne vont pas forcément s'imbriquer dans le bon sens, mais en gros... j'ai plutôt bien apprécié ce rythme dans lequel on est dès le début. Certes, c'est assez rapide, contrairement aux deux premiers films, hein, où les choses prenaient le temps de se poser. Ici, on avance assez vite, puisque au final, on n'est que dans une continuité de ce qui avait déjà été dit et été fait. J'aime beaucoup toute la partie sur le deuil, encore une fois, de Neytiri, qui va être un élément central de ce second film. Comme je le disais déjà dans les précédentes vidéos, on va avoir vraiment ce traitement de ce passage de la colère, le désespoir,
jusqu'à une forme d'acceptation de son deuil et de transcendance chez Neytiri. Neytiri, personnage que j'ai adoré dans ce film, décidément je crois que c'est peut-être mon personnage préféré au final de toute la saga, avec Kiri que j'aime beaucoup évidemment, mais là j'ai adoré le ton, le fait qu'elle respecte personne, femme forte et tout. Pour le coup on est vraiment sur de la femme forte et pas des clichés modernes et tout ça, donc vraiment j'adore le personnage de Neytiri, et là vraiment je trouve qu'elle a atteint le paroxysme. Ça va être difficile de faire mieux plus tard, donc je pense que là on est au top du top sur Neytiri. J'ai adoré. On a pareil les enfants qui eux vivent leur deuil de manière différente par rapport à Neteyam, notamment Loa qui s'en veut énormément, qui essaye de se convaincre plus ou moins que ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup aimé justement la première séquence où on voit Loak qui chevauche dans les montagnes Alléluia avec son frère, chacun sur leurs Ikran et tout, qui n'est en fait que la vision qu'il a de son frère en étant connecté au même moment que la connexion qui se fait à la fin de la Voie de l'eau, donc vraiment tout s'imbrique plutôt bien je trouve. Et donc lui effectivement il va au-delà du deuil de son frère, il va devoir vraiment dépasser sa culpabilité. On a même un moment qui pareil passe un petit peu vite de par la vitesse du rythme et tout ça du film, mais on a vraiment voilà cette culpabilité qui va devoir être processée, être digérée, et en plus de ça va permettre une réelle évolution du personnage qui était quand même un petit ado capricieux, un peu qui écoutait que dalle et tout avant, et qui là devient véritablement un homme. Donc je trouve que ça fonctionne très bien. Le personnage qui pour le coup m'a plutôt déçu, c'est celui de Jake Sully. Pour le coup, je trouve qu'il a, encore une fois, les événements du film sont déclenchés par une décision débile, ou en tout cas qui est un peu incompréhensible. Et comme dans le second film, dans La Voie de l'eau, il prend la décision de fuir avec sa famille chez les Medcaïna. Pourquoi, comment, enfin quel est vraiment le sens de cette fuite, sachant qu'il sait que dans tous les cas il va être pourchassé, donc bref c'était un peu bizarre déjà à l'époque. Et là c'est plus en mode Spider il a plus de batterie pour son masque machin, donc il peut plus vivre avec nous, donc on le bannit, puis finalement on part tous en randonnée tous ensemble en voyage machin. Ok, ça marche, mais j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Il y a plusieurs décisions aussi un peu débiles de Jake que j'ai pas trop apprécié, même si effectivement ça permet à chaque fois d'accélérer le développement de personnages, comme notamment un peu avant la fin, quand par rapport à justement à Spider, tout ça. Enfin voilà, il prend quelques décisions qui sont un peu étonnantes, un peu bizarres, que j'ai pas forcément ultra apprécié. Par contre, à l'inverse, le personnage de Quaritch, je l'ai trouvé plutôt bien développé. Au final, je le place là, mais j'avais quand même raison sur pas mal de choses je trouve dans ma vidéo théorie. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se confirment, notamment le développement de Quaritch qui clairement là a été annoncé plus ou moins dans la vibe de ce que j'avais dit. Certes Jake n'est pas mort, pas encore, mais en dehors de ça je trouve qu'on est plutôt sur des bons rails au niveau des différentes théories que j'avais fait, par exemple sur le peuple des cendres ou l'inspiration de peuples africains et de peuples sud-américains type Maya, Inca et tout ça. Je trouve qu'on est totalement dedans, que ce soit les bijoux, les parures, pareil le fait que morphologiquement parlant ils sont plus petits, plus maigres que les Na'vi de la forêt classique, parce que ils vivent dans un environnement très pauvre en calories, en énergie, même en soleil un petit peu et tout ça. Donc voilà, le côté cendre plus peinture rouge, bon ça on en avait déjà parlé, mais le côté Kratos de God of War, on est totalement dedans. Et pareil le côté qu'au final c'est un peuple de pillards qui fait des raids dans les territoires des autres clans Na'vi pour leur voler leurs ressources, pour se nourrir, pour vivre, pour tout ça. On est clairement là-dedans, donc à ce niveau-là, j'étais plutôt bon au niveau de la théorie. Bref, pas mal de choses qui sont avancées, je trouve, dans le bon sens. Et comme je disais, donc le personnage de Quaritch, qui je trouve fonctionne bien. Malheureusement, je pense que lui aussi, il a été un peu coupé dans ce film-là, parce que c'est vrai que tout passe assez vite, notamment tout ce qui touche avec Varang, leur relation et tout ça, ça évolue malheureusement un peu vite. Et je pense que c'est ce genre de choses qui a été coupé pour pas forcément avoir des moments trop lents et ne pas trop perdre le spectateur et ne plus avoir malheureusement ce film de 6 heures. Je dis malheureusement parce que moi honnêtement je pense que je suis preneur, peut-être avec un entracte pour aller aux toilettes, mais j'aurais été preneur malgré tout. Mais j'ai trouvé que son développement était plutôt sympa. Il y a même quelques petites choses où on se dit ça va un peu vite et tout, mais en vérité tout est assez logique, comme par exemple le fait qu'à la fin de La Voie de l'eau, enfin il accepte Spider comme étant son fils, il l'appelle même fils et il est rejeté. Là pour le coup on est vraiment dans le côté
voilà, je suis ton père et tout, et c'est Spider qui lui dit mais va chier, t'es pas mon père, c'est Jake mon père, et puis mon vrai père biologique il est mort, machin. Pareil, tout le côté aussi sur le fait que Quaritch lui parle un petit peu de sa mère biologique pour l'attendrir un petit peu, ça marche aussi et ça fonctionne et c'est logique puisque n'importe quel enfant, surtout que sa mère adoptive l'aime pas trop, a besoin de connaître qui est sa mère, et puis ça fait toujours du bien de savoir que sa mère était quelqu'un de bien, de courageux, de forte, de tout ça, qu'elle l'aimait très fort et tout ça, donc à ce niveau-là, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais donc voilà, développement de Quaritch aussi que j'ai trouvé vraiment cool. Pareil, développement de... Enfin, honnêtement, j'ai pas été déçu par des développements de personnages en particulier, même si encore une fois, certaines choses vont un peu vite dans certains éléments. Je pense que plusieurs choses ont été coupées, notamment, comme je le disais, par rapport au peuple des cendres. C'est vrai que là, on nous a présenté un peuple d'antagonistes, mais on ne nous les a pas vraiment présentés. Certes, il y a pas mal d'éléments que j'ai beaucoup appréciés, évidemment, hein, comme le côté... voilà, pourquoi on est coupé de Eywa, le fait qu'elle a appris à maîtriser le feu et qu'elle est devenue la Tsaïk de ce nouveau monde, entre guillemets, de cendres, parce que elle avait réussi à maîtriser le feu et tout ça, que c'est un peuple aussi, c'est quand même assez à noter, qui ne fait preuve d'aucune pitié, qui tue ses semblables, qui tue même les animaux, donc les créatures de Eywa et tout, sans distinction et sans aucun remords. Là où les autres, par exemple, on voit qu'ils ne tuent pas les Ikran pour rien. Quand c'est dans la bagarre, bon, ça peut arriver, mais par exemple, il y a des moments où même Loak ne fait pas ça. Par exemple, elle va s'envoler avec sa monture, qui est d'ailleurs magnifique, avec 2 paires d'ailes, et Loak ne tue pas sa monture. Alors ça aurait pu être très simple de l'empêcher de s'enfuir en tuant sa monture, et puis c'était terminé. Là où eux, ils y vont vraiment franco et tout ça. Ensuite, là aussi où j'ai trouvé que c'était plutôt logique, et que c'était même ce à quoi je m'attendais encore une fois au niveau du film, c'est vraiment ce passage de flambeau. Bon, déjà, on a eu, comme je disais, le fait que Loak devienne le nouveau narrateur par rapport à Jake Sully. Clairement, on acte le fait que ce n'est plus Jake le personnage principal et tout ça. Mais même au-delà de ça, je trouve que là où le deuxième film justement nous montrait les parents encore comme des héros, même certes un peu brisés, un peu chancelants, mais malgré tout des héros. Là, à l'inverse, les héros tombent un petit peu de leur piédestal. Neytiri qui se fait blesser très gravement, Jake qui échoue et qui rééchoue encore une fois. D'ailleurs, il a la gueule en vrac au début du film et tout, ses cicatrices, machin. On n'a plus vraiment ce côté guerrier, magnifique, immaculé et tout ça. Donc voilà, ils ont un peu égratigné la symbolique, la grandeur entre guillemets des parents pour laisser la place aux jeunes de grandir et de s'émanciper et de passer un petit peu sur le devant de la scène. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien encore une fois à ce niveau-là. Peut-être qu'effectivement on a eu plus de Kiri que de Loak, puisque justement on n'est pas encore vraiment sur le film de Loak, puisque c'est censé être le 4e film qui s'appelle le Tulkun Rider, donc le chevaucheur de Tulkun, qui sera vraiment l'apogée, je pense, du personnage de Loak, même si c'est vrai que c'était quand même assez sympa ce qu'on a vu, et ça aurait peut-être été encore plus sympa d'étendre encore plus tout le lore autour des Tulkun, autour de Payakan et tout ça, même si pareil, nouveau Tulkun, qui est à crever le cœur, son histoire assez tragique et tout, donc voilà, ça fonctionnait plutôt bien, mais c'est vrai que là on était vraiment centré sur Kiri, puisque ce film-là, le titre original, entre guillemets, le titre temporaire du début, c'était The Seed Bearer, donc la porteuse de graines. Clairement, là, on y est, puisqu'on a enfin la vérité sur Kiri, le fait qu'elle ait été, effectivement, comme on s'en doutait tous, créée par Eywa au moment de la tentative de sauver Grace en y mettant son âme dans son avatar, le fait qu'elle réussit à se connecter, etc., ce qu'on avait déjà eu comme teasing dans le 2e film, et qu'elle fait sa crise d'épilepsie, tout ça, et donc elle a du mal à gérer la connexion, mais là, elle réussit à passer outre, et tout ça, même le fait que à la fin, justement dans ce moment-là, elle a de l'aide de 2 personnes qui comptent énormément pour elle. On voit Eywa, si ça c'est pas une dinguerie, on aperçoit en tout cas Eywa, son œil et son nez de profil. Donc voilà, j'imagine les dingueries que ça peut avoir. Ça pareil, c'est le genre de choses, il va falloir que je redescende un petit peu. Peut-être demain mes idées seront plus claires à ce niveau-là, en termes de possibilités que ça peut engendrer, de théories entre guillemets, d'analyse et tout ça. Mais j'ai été presque étonné, j'ai trouvé ça super bien. À nouveau, ce qu'on avait vu dans la bande-annonce, on avait déjà parlé dans les théories, ça s'est confirmé effectivement ici, le fait que Spider
soit altéré génétiquement entre guillemets, mais c'est pas tant juste une transformation, au final c'est une forme de vie symbiotique avec un mycélium, donc là on est dans The Last of Us totalement, mais on se transforme pas en zombie, à l'inverse on a la capacité de vivre sur Pandora, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, on est sur la symbolique de la coexistence, de la vie symbiotique, de la symbiose entre deux êtres, deux formes de vie, donc je trouve que ça fonctionne très très bien. Le fait qu'il ait un Koulou qui lui pousse derrière la tête et qui peut lui-même se connecter avec différentes créatures comme les Na'vi le font et tout ça, je trouve que ça fonctionne très très bien. Hâte de voir le développement aussi à ce niveau-là de tout ça, parce que pour le coup, ça a beau être un humain, je trouve qu'il a totalement la mentalité en tout cas de ce qui ferait un bon Na'vi, peut-être même plus que Jake qui lui avait été élevé chez les humains, et pourtant voilà, il est humain malgré tout Spider, et on l'avait vu d'ailleurs dans le film précédent où il assistait à l'horreur de son peuple, à la folie de l'humanité, et justement c'est un mot qui est posé enfin concrètement dans ce film-là, et je trouve que ça dit un peu tout ce qu'il y a à savoir sur la suite au final de la franchise et sur le sens même tout simplement de la saga. Et malgré tout, Spider a réussi, tout en ayant tous les défauts de l'humanité, a réussi à devenir presque un Na'vi honorifique en fait dans ce film-là. Et je trouve ça vraiment génial. Symboliquement, pareil, il y a un truc très puissant, très fort dans ce film-là. Je trouve en tout cas, c'est quand justement il se connecte avec Kiri à la toute fin pour l'aider à accéder à Eywa, puisque Eywa repousse Kiri comme si elle ne voulait pas que la connexion se fasse, ou en tout cas pas si facilement, et du coup Spider vient l'aider, puis Took, c'est trop mignon, Took elle est trop mimes, elle sert pas à grand chose dans l'histoire, mais elle fait beaucoup rire, elle se fait même recapturer à un moment dans ce film là. Et ça fait, je trouve, référence dans le deuxième où elle se fait capturer 2 fois et que la deuxième fois elle dit oh non mais pas encore et tout, mais là pareil encore, elle se fait capturer une 3e fois. Mais voilà, en dehors de ça, c'est vrai que Took c'est la petite sœur fragile et tout, donc c'est plus un enjeu scénaristique que vraiment un outil. Elle n'a pas vraiment d'utilité en tous les cas pour l'instant sur le scénario. Ça viendra évidemment plus tard, puisque il est censé y avoir une ellipse confirmée de 8 ans entre le 3e film et le 4e. Donc à ce niveau-là, je m'inquiète pas plus que ça. Mais le fait que voilà, Took et Spider viennent aider Kiri à atteindre Eywa, et que du coup ils ont même eux la chance de voir un petit peu, d'apercevoir Eywa et tout ça, j'ai trouvé ça génial. Mais ce qui, je trouve, veut dire beaucoup dans cette petite séquence, c'est que dans Eywa, dans ce monde spirituel de Eywa, Spider est plus grand que Kiri. Les proportions sont remises à échelle. Il n'est plus ce petit bonhomme, d'ailleurs c'est le nom qu'elle l'appelle tout le temps, c'est son petit nom affectueux et tout, parce que normalement Kiri elle lui met 2 têtes de plus que lui, elle a une tête qui est énorme comparée à lui, enfin bref, c'est une Na'vi, même si elle est très jeune et encore un peu menue, lui il est minuscule comparé à elle, mais dans ce monde-là, ils font la même taille. Et je trouve que ça veut dire beaucoup, puisque justement dans ce monde-là, il n'y a plus de différence d'échelle, il y a plus de... Parce que d'ailleurs même lui en parle, il le dit, j'aurais aimé qu'elle me fasse un peu plus grand et tout, et on comprend très bien que c'est parce qu'il se sent pas à la hauteur, littéralement et métaphoriquement, de Kiri, parce que il est amoureux d'elle. On a d'ailleurs un petit bisou, donc ça c'était, on s'y attendait. Et encore une fois, moi je me dis pourquoi pas des petits bébés mi-rose, mi-bleu, peut-être violet du coup, et tout petit. mais donc on a un petit peu déjà le développement de cette histoire là, mais surtout voilà, je trouve que le fait qu'il fasse la même taille et que même lui soit plus grand que Kiri dans Eywa, ça montre en fait cette espèce de relation en fait d'égalité. C'est que dans leurs esprits, ils sont égaux, il n'y a pas de différence de taille, de force, de tout ça. Au contraire, lui est même un peu, il fait baraquer comparé à elle du coup à ce niveau-là. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt joli, et c'est peut-être même inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais une forme de validation de Eywa aussi. Déjà, elle a plus ou moins validé en lui donnant cette nouvelle capacité et en lui sauvant la vie, mais j'ai vu ça un petit peu comme une espèce de validation de il est digne. Parce que c'est vrai que je pense que sur ça divise aussi beaucoup. Est-ce que Spider est digne de Kiri ou pas? Moi perso, j'aime bien le personnage, comme je vous disais, le fait qu'il parte avec énormément de défauts de par son humanité et en plus son ascendance, le fait que son père ce soit Quaritch, clairement il partait pas avec les meilleures chances dans la vie, surtout sur Pandora, et pourtant il a réussi à devenir ce qu'il est devenu, donc ça je trouve ça plutôt cool. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une symbolique forte d'avoir fait ce choix, de l'avoir mis de la même taille que Kiri dans Eywa. Donc voilà, je voulais ne pas oublier surtout d'en parler à ce moment-là. Mais donc, pour revenir un petit peu en arrière au niveau de
de la construction de l'histoire de ce film. Comme je vous disais, j'ai bien aimé le fait que ça démarre assez vite. On a un truc qui était assez joli, qui était très intriguant dans les bandes annonces, justement l'arrivée de ce nouveau peuple. On a encore un nouveau peuple, bon ce sont c'est un peuple de navis de la forêt, mais qui sont nomades de l'air. Donc là j'y ai vu clairement une référence à l'autre Avatar, hein, le dernier maître de l'air, puisque le peuple de l'air sont des nomades aussi dans cette franchise-là. Mais donc là c'est le cas avec leur magnifique montgolfière tirée par des espèces de raies flottantes et tout ça, c'est très sympa. Ils en ont fait des marchands aussi, donc ça c'est plutôt cool, une espèce de... Comme quoi le commerce existe aussi dans ces cultures-là, même si on est très loin du capitalisme, on est plus sur du troc et de l'échange culturel. En vérité, ils s'échangent des ressources de différentes nations, de différents peuples, des étoffes, ce genre de choses et tout ça. Donc j'ai trouvé le concept assez intéressant, malheureusement, encore une fois, pas suffisamment développé. C'est peut-être un peu dommage, mais peut-être plus tard on les reverra. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa, puis surtout très beau, surtout cette séquence de voyage, tout ça qui est très très belle, puisque c'est donc grâce à eux entre guillemets que Spider est renvoyé au laboratoire chez les Omaticaya dans les forêts, dans la montagne Alléluia, pour vivre avec les scientifiques qui eux ont des batteries pour les masques. Donc voilà. Sauf que évidemment, et là pareil, le fait que le peuple des cendres, j'avais un peu peur en fait de comment ce nouveau peuple allait être intégré. Je me disais, est-ce que ça va être un coup du hasard, ce qui au final est le cas et ça je trouve ça bien, ou alors est-ce que ça allait être un truc un peu capillotracté, de genre boum, d'un coup la RDA allait dire ah mais là-bas il y a des méchants navis, si on allait les voir, ou un truc du genre. J'avais un peu peur de ça, et au final là c'est assez organique dans l'écriture, puisqu'en gros il y a cette caravane de montgolfières qui voyage jusqu'aux montagnes Alléluia en provenance du récif, et ils se font attaquer comme un peu des pirates, des bandits de grand chemin par les Mangwang, par les Mangquan, décidément je vais pas y arriver avec ce nom de leur peuple, mais par le peuple des cendres, et dirigé du coup par leur Tsaïk. Donc ils ont pas d'Holoectan, ça c'est aussi intéressant de le noter, c'est que dans ce peuple là il n'y a pas ou plus d'Holoectan. Il y a uniquement une Tsaïk, donc à savoir Varang, qui est du coup aussi une guerrière, et plutôt une très bonne guerrière. Et donc voilà, ils font une espèce de raid sur la caravane pour voler leurs ressources et tout ça. Donc encore une fois, une chose que j'avais plus ou moins intuité dans mes théories et qui s'avère assez vraie, et qui au final était tout simplement, en fait, je pense, la façon la plus logique de les introduire à l'histoire. Et donc ça fonctionnait plutôt bien. Pareil, ça me fait penser que là, ces derniers temps, je sais pas vous, mais sur Disney+, on bouffe le trailer 10 fois par épisode, enfin voilà, on n'arrête pas de se le taper. J'ai dû me le taper 20 fois en quelques jours, et voilà. Et en fait, plus ça allait, plus je me disais que cette bataille là qu'on voyait avec donc les montgolfières et compagnie, il fallait que ce soit au début du film, parce que c'était trop bizarre que ce soit la bataille finale comme ça et tout. Et au final c'était le cas, c'était l'élément déclencheur entre guillemets de ce film là, puisque c'est là que Neytiri se fait blesser très gravement. Pareil, on avait eu cette image de Neytiri en train d'être soignée, une catastrophe, la meuf elle veut vraiment pas se faire soigner et tout ça, c'est compliqué, mais en même temps très courageuse et tout ça. Pareil, c'est là où c'est un peu triste, c'est que Jake perd son Ikran, Loak aussi perd son Ikran, enfin bref, il y a une espèce de vraiment d'hécatombe. Donc vraiment ça pose aussi la puissance de ce peuple là, parce qu'ils sont quoi, ils sont peut-être une cinquantaine, une centaine à attaquer à ce moment là. Certes le peuple de l'air, les nomades de l'air sont pas forcément des grands guerriers et tout ça, mais ils se font rétamer, laminer. En plus clairement le feu est une arme de destruction massive dans cette civilisation là, surtout contre des montgolfières remplies de gaz qui explose et tout ça. Donc vraiment visuellement en plus ça marchait très très bien tout ça, donc vraiment j'ai vraiment kiffé. Et pareil voilà, enfin j'en parle maintenant au bout de mais c'est vrai que techniquement quand même le film est toujours magnifique, toujours très beau, la 3D de très bonne qualité. On a vraiment fait des pas de géant depuis le tout premier par exemple, qui était déjà révolutionnaire, même si c'est vrai que là on a peut-être un peu moins dans ce film là de moments de waouh. On est un peu moins, je trouve, sur le côté contemplatif que j'avais par exemple beaucoup apprécié dans le premier, mais surtout dans le second film, avec ces plans lents où on voit vraiment la faune, la flore océanique notamment. Voilà, avec ces grands plans larges, magnifiques et assez contemplatifs justement. Et là c'est un peu moins le cas, mais parce qu'on n'a pas le temps. Clairement on sent que au montage ils ont dû couper. Il a dû s'arracher les cheveux je pense, ça devait être très compliqué pour lui de devoir autant couper, en tout cas je pense. Mais bon voilà, malgré tout on a quand même de très beaux plans, surtout sur ce long voyage, et puis pareil sur les plans de l'arbre des âmes océaniques et tout ça, pareil la scène aussi qu'on avait aperçue dans le trailer avec le conseil des anciens Tulkun et tout,
magnifique, la photographie, le cadrage, enfin j'ai trouvé que vraiment c'était très beau, même le sound design est très bon, notamment justement quand les anciens Tulkun là parlent avec leurs vibrations et tout, je trouvais ça même vraiment magnifique, ça faisait presque un bruit de machine alors que ce sont des baleines géantes quoi, mais vraiment j'ai adoré. Mais donc voilà, donc le peuple des cendres attaque, ça crée du coup un élément déclencheur. Bon après j'ai pas l'impression qu'ils aient exterminé tous les nomades de l'air, mais d'un coup on ne les voit plus, donc pareil, est-ce que ça a pas été coupé aussi un petit peu au montage pour malheureusement faire de la place. Mais malgré tout, on voit direct ça pose en gros la puissance et surtout le côté implacable et sans pitié, sans merci de ce peuple-là. Donc j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Oona Chaplin dans le rôle de Varang, pareil, elle fait du très bon taf, même si on aurait aimé peut-être en avoir un petit peu plus évidemment à son sujet. Ce qui je pense clairement sera le cas pour la suite. En tout cas, vu ce que j'imagine pour son développement de personnage, clairement on va avoir droit à un peu plus de profondeur de son côté. Et donc tout ceci est déclenché, les enfants sont séparés des parents, comme je disais les parents sont blessés, tout ça. En étant séparés d'ailleurs de ses enfants, Jake se fait capturer justement par Quaritch et l'autre là dont je me rappelle plus le nom, qui est le dernier de l'unité bleue, donc ils ne sont plus que deux, et il se fait choper. Et là on arrive à justement cette séquence qu'on avait tous pu apercevoir, ou en tout cas qui avait déjà été donnée entre guillemets, où les enfants se font attaquer par le peuple des cendres capturé, et que Quaritch qui détient Jake prisonnier arrive à ce moment-là et tout ça. Sauf que juste avant, et c'est là où pareil, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt et aussi facilement entre guillemets dans l'histoire, mais en vrai ça fonctionne bien. C'est vrai que je m'attendais à ce que ça se passe plutôt à l'arbre des âmes ou dans un lieu un peu particulier. Non, ça arrive dans un endroit random de la forêt. Mais grâce à Kiri, puisque quand il s'échappe, les enfants, pour essayer d'échapper justement au peuple des cendres, Spider a plus de batterie encore une fois sur son masque, il est en train de mourir étouffé, tout ça. Et alors que les jeunes essayent de le sauver, de faire quelque chose, Kiri d'un coup elle a une espèce d'intuition, on sait pas trop d'où ça lui vient, surtout qu'elle s'est pas connectée outre mesure, donc il y a vraiment ce côté... c'est en elle, presque j'en suis à me demander au final si le fait qu'elle n'arrivait pas à atteindre Eywa dans ses visions, même si au final elle l'atteint plus tard, mais à ce moment-là, je me suis même demandé si en vrai c'était tout simplement pas parce que Eywa est en elle et que du coup, voilà, il y avait un truc comme ça, je me disais, est-ce qu'au final, au-delà d'être juste l'élu d'Eywa, une envoyée d'Eywa, une création d'Eywa, si elle avait pas vraiment tout simplement si elle n'était pas Eywa un petit peu en elle, ce serait peut-être un peu trop cheaté et tout ça, mais... je me suis fait un petit peu cette réflexion, du coup elle a cette intuition et elle se connecte au sol, il pose le corps et tout, et donc là on a cette image qu'on avait aussi aperçue dans les bandes annonces où du coup Spider est transformé, transcendé par le mycélium, donc le champignon, qui va lui donner la capacité de respirer, de manger, de boire, Na'vi, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup quand ils se font après capturer par Varang et compagnie, bon déjà on voit à nouveau cette fascination de Varang pour le métal, à l'inverse de tous les autres qui eux refusent de toucher ne serait-ce que le métal parce que c'est un truc froid qui est déconnecté de Eywa et que du coup ça pervertit leur âme, leur cœur et tout ça, donc là ils le disent en plus clairement, donc ça c'est aussi intéressant. Alors qu'à l'inverse justement le peuple des cendres qui eux est coupé de Eywa et qui n'en a plus rien à faire de Eywa, est plutôt fasciné par ces armes. En plus, ce sont des armes de mort très efficaces et tout ça, donc que demander de plus pour être intéressé à ce niveau-là, surtout qu'après quand Quaritch leur sort les lance-flammes et tout, alors là complètement Varang elle a le courroux tout dur, voilà, tellement elle est contente d'avoir son petit lance-flamme et tout ça. Mais donc voilà, il y a déjà cette première partie des questions sur comment fonctionne cette arme qui balance le tonnerre et tout ça. Donc pareil, là on peut imaginer aussi y voir une référence à l'époque quand les colons notamment en Amérique sont arrivés chez les natifs américains et qui tiraient des coups de feu et tout, et que les autres ils comprenaient pas avec leurs flèches comment il pouvait y avoir des armes qui faisaient du bruit, qui tiraient du feu, donc voilà, ou même dans la série justement Chief of War qui est sorti cette année sur Apple TV, où il parle des armes à bouche rouge, parce que voilà, il y a un peu ce côté, cette toute puissance de l'arme moderne, humaine et tout ça, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et au-delà de ça, il y a quand même un énorme choc quand il voit que Spider pour le coup peut respirer, d'ailleurs elle l'appelle le respirant, un truc comme ça je crois, parce que voilà, c'est pas normal, ceux qui viennent du ciel ne sont pas censés pouvoir respirer, donc ça crée un enjeu. Et là où par contre je m'y attendais vraiment pas, pour le coup ça fonctionne, même si voilà, c'était pas transcendant, mais je trouvais que ça fonctionnait bien en vérité, et ça marchait plutôt bien dans la construction du film, c'est que Spider, à cause de tout ça, devient un enjeu, puisque déjà évidemment Jake et Quaritch vont faire équipe pour libérer leur famille,
leurs enfants. Donc jusque là ça fonctionne bien. On a déjà un premier moment de bon voilà, on a collaboré mais en même temps on se déteste, qu'est-ce qu'on fait, machin. Sauf que là du coup les Omaticaya arrivent pour sauver, pour retrouver Jake et les enfants et tout, parce qu'ils ont été prévenus par Neytiri. Du coup Quaritch se fait la malle. Donc on n'aura pas encore de conclusion à cette question de qu'est-ce qu'on fait. On a déjà cette première pierre de ils sont capables de collaborer quand c'est leurs enfants qui sont là. Donc encore une fois, Kiri, elle est le pont entre l'humanité et les Na'vi, et Pandora tout simplement et Eywa. Et Spider, lui, sera le pont entre Jake et Quaritch. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien en termes d'écriture, encore une fois. Ce qui était aussi très fun à noter quand même, c'est que du coup, là, vu qu'il retourne un peu chez les Omaticaya pendant quelques temps après tout ça, on retrouve Moat, on retrouve voilà, plusieurs membres du clan, on a même un peu les scientifiques aussi qui sont à nouveau là. Donc ça fait plaisir de revoir de nouveaux personnages, même si surtout en plus à la toute fin, on a carrément un retour de... je me souviens plus de Lolo Ektan, le père de Neytiri, son nom m'échappe déjà. Et on a Tsute aussi qui est là, donc ça c'est plutôt cool de revoir un petit peu ces personnages qu'on avait presque oubliés depuis le premier film, donc j'ai trouvé ça très sympa. On a même, malheureusement aussi du mauvais côté de la balance justement, on a le retour de Selfridge. Je pensais clairement pas qu'il serait à nouveau là, puisqu'on a la générale Ardmore qui a repris les choses en main. Mais Selfridge est aussi là, lui, pour le côté plus business, recherche de l'expédition. Sachant que dans le premier film, il n'était pas forcément chargé de la recherche, il était chargé de l'exploitation minière. Donc pourquoi d'un coup il devient responsable de la... Mais voilà, on apprend plus ou moins qu'il est le fils du grand patron, du Big Boss. Donc en vérité, voilà, il est placé là. Même si c'est Ardmore qui dirige maintenant, il est quand même là pour essayer de tirer son épingle du jeu et faire ce qu'il faut pour papa, quoi. Et c'est lui du coup qui va faire de Spider un enjeu, puisque évidemment tout le monde a compris. D'ailleurs au début j'ai pas compris pourquoi Jake c'est le seul à tilter ça quand les scientifiques qui sont là en mode ouais mais c'est trop bien, il peut respirer machin, mais on va pas l'opérer sinon il va mourir et tout. Donc bon évidemment, mais au début on comprend pas pourquoi Jake il dit mais il faut l'enlever machin et tout, puisqu'effectivement il va devenir un enjeu hyper important. En gros, il va être la clé du fait que les humains pourraient potentiellement vivre naturellement, sans avoir de masque, sans vivre dans des habitations fermées et tout ça, sur Pandora. Donc clairement, ça va devenir un énorme enjeu, et ce sera effectivement l'enjeu de ce film-là, puisqu'il va se faire capturer, libérer, recapturer, relibérer. Donc voilà, mais... ça fonctionne encore une fois plutôt bien. Et sinon aussi du côté du retour des enfoirés, on a le retour de Scoresby, le chef pêcheur, le pire personnage je crois de la saga, qui est à nouveau là. Donc en fait il a seulement perdu son bras, il n'est pas mort après tout ce qui lui est arrivé dans la voie de l'eau. Honnêtement, j'ai été surpris de le voir revenir, en plus avec son petit bras bionique qui est à la fois ridicule et à la fois il méritait pas d'avoir un nouveau bras. Mais bon voilà, il est de retour, il est toujours en train de faire ses horreurs à un niveau même encore plus industriel déjà au début du film. On voit à nouveau une hécatombe de Tulkun et tout, c'est dégueulasse, tout ça pour faire du fric, pour empêcher en plus encore une fois des gens de vieillir, quoi. C'est vraiment c'est dégueulasse, je déteste ce personnage. Mais pour le coup, on a aussi le retour du docteur Garvin, un truc comme ça, qui lui déjà commençait à changer un petit peu de vision sur son travail et sur la RDA dans le film précédent, et qui là clairement a fait son choix. Qu'est-ce qui va lui arriver plus tard, on n'a pas vu, ça se trouve il s'est pris une bastos sans qu'on le voit et c'est terminé, mais voilà. Du coup, voilà, quelques retours de personnages auxquels je m'attendais pas forcément, même si Garvin, il était toujours là, il y avait toujours moyen qu'il soit là, mais c'est vrai que je l'avais un peu zappé, je voyais pas forcément l'importance, mais il a son utilité. Surtout ouais, que là, Jake va se faire capturer à nouveau, mais cette fois de manière un peu plus prolongée que la première fois par Quaritch, puisque Quaritch, avec l'aide justement du peuple des Cendres, va réussir à le capturer. Donc pareil, là je m'attendais pas non plus à ce que ce soit comme ça que ça se déroule, et en vrai pourquoi pas, mais Quaritch en gros décide d'y aller par stratégie, rencontrer le peuple des Cendres. Et c'est vrai que l'image qu'on avait eue où il arrive tout seul pieds nus pour rencontrer Varang, on s'attendait à ce qu'il ait été banni ou un truc comme ça, enfin je sais pas, il y avait ce côté solitude et tout, alors qu'en vérité non, c'est juste de la stratégie, puisqu'il y a l'autre qui est loin avec son sniper pour faire des petits coups de pression et tout ça. Ce que d'ailleurs n'importe quoi, Varang apprécie énormément, hein. On voit que ça lui fait son effet très très vite.
Donc évidemment leur union se fonctionne assez bien puisqu'en même temps lui il lui apporte ce dont elle a toujours rêvé, le pouvoir, le feu, la destruction, la mort, et lui il a besoin d'elle pour ses capacités justement à manipuler, à interroger les autres Na'vi par son Kulu justement quand elle fait de Sahelyu pour les torturer et pour un peu analyser leur mémoire. On n'a pas trop de détails non plus de comment ça fonctionne mais on peut imaginer. Et on a surtout, là où pareil j'ai trouvé que c'était assez intéressant, parce qu'on a vraiment ce côté presque sectaire, presque, si on le met dans le côté moderne évidemment, mais sinon si on remonte un petit peu dans le temps sur des peuples un peu plus primitifs, vraiment ce côté chamanisme et tout ça, où elle utilise des drogues, carrément elle lui fait une soufflette dans le nez pour de la poudre et tout ça machin. Donc d'ailleurs il y a même un moment où Selfridge débarque, il se touche le nez, rien à voir, mais j'y pense par rapport à ça, et clairement je pense que lui aussi il est pas très net et tout ça. Mais bref, du coup il y a cette conversation, en gros cette vraiment première rencontre avec le je te vois, le fameux, entre Varang et Quaritch, où elle le drogue pour pouvoir apprendre la vérité de lui et tout ça. Et j'ai trouvé que cette séquence était assez sympa, un peu zarbi certes, mais assez sympa par tout ce qui est dit. Je pense que ça aurait mérité peut-être encore une fois plus de développement de l'or par rapport au peuple des cendres, mais j'ai bien aimé cette séquence, le côté très nonchalant, parce que justement il est défoncé, mais un peu viril, bizarre. Enfin voilà, il y a vraiment une vibe un peu sexy entre guillemets entre les deux d'ailleurs, hein, clairement ça finit comme ça après entre eux, et donc voilà, en fait chacun trouve, comme d'ailleurs lui dit, je crois, tu cherches un alter ego ou un équivalent en gros, parce qu'elle elle est très forte, elle est très puissante et tout ça, mais elle a besoin d'un homme qui ait la même puissance qu'elle et tout ça, la même force de caractère, tout ça, donc ça fonctionne très bien à ce niveau là, encore une fois. Et leur relation justement, c'est peut-être un des trucs qui est malheureusement le plus bâclé, le plus coupé je trouve dans ce film là, puisque on a des transformations qui se font par étapes, par exemple de Quaritch, mais d'où ça sort, pourquoi d'un coup par exemple il est normal, il est habillé en soldat machin, puis d'un coup il est peint en blanc, puis d'un coup il est peint en blanc plus les peintures de guerre en rouge sur lui. Voilà, certes, ils couchent ensemble et que effectivement on sait à quel point ce genre de choses peut faire évoluer un homme rapidement, mais malgré tout ça va un peu vite à ce niveau-là. Donc effectivement, encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois pas. Mais le film est loin d'être exempt de défauts. Mais honnêtement, moi, je me suis éclaté, et comme je vous disais, je pense qu'il était un peu trop court. En tout cas, pas assez développé sur certains éléments. Donc voilà. Mais toute cette relation, comme je disais un peu plus tôt, par contre, entre Quaritch et Varang, l'union entre les hommes et le peuple des cendres et tout ça, passe un peu vite. Certes, on a ce côté, voilà, comme je disais, les uns veulent le pouvoir, la destruction et tout, et les autres sont plus opportunistes, même si Quaritch a un attachement assez marqué par rapport à Varang et son peuple. En même temps, se sont des semblables, puisque maintenant lui aussi est un Na'vi. On a aussi le côté, le fait que la générale, elle les aime pas, elle a pas envie qu'ils soient chez elle. Il y a cette histoire là de transpondeur qui empêche de se faire abattre quand ils arrivent par centaines à Dodicrane et tout ça, où elle leur dit mais pourquoi vous avez ramené ces sauvages, ou je sais même plus comment elle les appelle. Bref, elle continue dans son rôle de connasse, ça, il n'y a pas de souci. On l'avait déjà dit dans l'épisode, enfin, dans La Voix de l'eau, notamment j'en ai parlé dans mon résumé, récap, que c'était une grosse raciste et qu'elle était là humain first, et que les Na'vi pour eux c'était des sauvages, des bêtes sauvages, un peu comme Quaritch quand il était humain. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Il y a vraiment ce côté œillère du militaire et tout ça. Elle a fait son taf. Elle a développé sa ville qui est devenue d'ailleurs gigantesque et tout ça. Et elle s'en fout de ce qui se passe sur Pandora. Elle fait son taf. Elle veut juste tout raser, tout bétoniser, tout coloniser, quoi. Et c'est tout. Donc ça fonctionnait bien, même si ça aurait mérité un peu plus de profondeur et d'études. Donc Jake Sully, le fait qu'il soit capturé, j'ai trouvé ça sympa, ça donne un peu de tension au film, justement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver. J'ai trouvé un poil ridicule malgré tout le fait que ça en devienne l'événement du siècle sur Pandora pour les humains, que Jake Sully ait été capturé, tout le monde est là avec sa perche à selfie en train de vouloir faire des images, le filmer, machin, tout ça. Ok, je comprends que ce soit un outil de propagande, d'engagement, genre le traître à l'humanité, d'ailleurs c'est ce qui a marqué je crois sur la caméra, enfin sur la télé en gros quand il est filmé, tout ça. Le traître à l'humanité a été capturé, machin, tout ça, donc il y a toute une symbolique certes, mais je trouvais que le côté un peu genre, on aurait dit que c'était une rockstar c'était un peu bizarre, un peu ridicule en tout cas pour les humains, mais est-ce que c'est pas volontaire aussi de montrer que voilà,
un regard très critique au final sur notre peuple et notre civilisation, donc pourquoi pas. Et par contre j'ai bien aimé le coup du fait qu'il soit emprisonné dans une cage en verre au milieu de la cour où tout le monde peut le regarder, peut l'observer et tout ça, en mode regarder le traître, bout, comme à l'époque quand on avait les mecs qui étaient enchaînés ou attachés là dans les trucs en bois au milieu du village pour leur mettre bien la honte et tout ça, puis en même temps ça sert d'exemple aux autres, tout ça. Donc. Et c'est là que justement le docteur Garvin là, le fait s'évader avec en parallèle. Alors c'est assez drôle, c'est qu'il y a 3 personnes qui viennent pour faire évader Jake, aucune des 3 ne s'est concertée avec une ou plusieurs des autres, mais tous les 3 font ça de manière ultra synchro et ça fonctionne très très bien, à savoir donc le docteur Garvin, Spider qui lui s'échappe de sa cellule grâce à la plaque d'identité de son père qu'il a demandé à son père, et donc encore une fois un petit coup d'intelligence, ça fait pas de mal. Et par contre de l'autre côté on a Neytiri en mode méga badass, ça explique enfin pourquoi elle s'était peinte en rouge et tout, on avait tous peur que ça y est elle était devenue complètement folle à cause de la colère, ou carrément qu'elle avait rejoint le peuple des cendres, bon ça on en doutait un petit peu, mais il y avait forcément une explication, et donc là je trouve que l'explication fonctionne très bien. En fait elle s'infiltre dans la base en se faisant passer pour un membre du peuple des cendres et tout ça, donc ça fonctionne très très bien, surtout qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit au tout début de la vidéo, Neytiri, méga badass, trop forte, ça déchire, j'adore. Elle défonce tout avec ses flèches que Jake lui a fabriquées avec des espèces de grenades au bout. Elle fait tout péter, c'est trop bon. En plus, quand Jake est libre et qu'elle arrive, elle me fait trop rire avec son Magic. Dépêche-toi, monte dans la voiture, on se casse et tout. Enfin, une autorité naturelle, j'adore. Elle me fait trop rire. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Pareil, sa relation avec Ronald, donc la Tsaïk des Metkaïna, déjà dans le premier, dans la voie de l'eau, c'était assez sympa de voir qu'elle s'aimait pas trop et tout. Là, clairement, on est arrivé à un autre niveau. En gros, là, on a 2 reines des abeilles, 2 lionnes, l'une face à l'autre. Et voilà, il y en a aucune des deux qui veut céder du terrain, donc c'est assez drôle, notamment quand elle la soigne au début avec son histoire de bras et tout ça. En plus, on a un moment très beau à la toute fin quand elle l'a fait accoucher après qu'elle ait été gravement blessée, Ronald, et d'ailleurs elle va décéder après avoir donné naissance. Mais même là, c'est trop bon. Elle est là, elle prend la jambe de Ronald, elle fout sur sa jambe et tout, elle lui écarte les jambes en mode vas-y, accouche, et elle est là avec son arc en mode elle défonce tout le monde pendant que l'autre est en train d'accoucher entre ses jambes en mode allez, pousse, fais pas chier, tu vois, et tout. Donc, bref, j'ai adoré le personnage de Neytiri, aucun respect, mais en même temps un charisme de dingue. Donc pour le coup, Varang, elle peut aller se rhabiller, même si j'aurais peut-être apprécié un duel un peu plus épique entre Varang contre Neytiri, même si ça a laissé l'occasion de briller à un autre personnage, à savoir Kiri. Et c'est pareil, un élément qui je pense aura beaucoup d'importance pour la suite. J'aurais dû noter tous ces trucs là qui ont de l'importance pour la suite, parce que je vais pas penser à tous vous en parler à la fin de la vidéo. Mais bref. Et donc au niveau de l'évasion, par contre, ce qui pareil symboliquement, encore une fois, ça m'a beaucoup plu quand le docteur Garvin, donc avant que Neytiri le retrouve et que même Spider le retrouve, tout ça. On a donc le docteur qui le fait s'évader avec un des bulldozers qui avait servi à détruire le bois des âmes, le bois des ancêtres, non, le bois des âmes, dans le tout premier film. Et j'ai trouvé ça, alors peut-être que là vous allez dire tu vas un peu trop loin ou quoi, mais j'ai trouvé que la symbolique était assez jolie, que là à cet instant T Jake soit libéré par la machine qui en gros l'avait fait tomber à l'époque. Puisque c'est en détruisant la caméra d'un de ces bulldozers pour empêcher la destruction du bois des âmes qu'il avait été en gros identifié et comme traître par Quaritch notamment et Selfridge dans le tout premier film, et que tout avait été enclenché à ce niveau-là, et qu'en gros ouais, il avait perdu son statut d'humain honorifique et qu'il était devenu juste un traître à sa race et tout ça. Et là à l'inverse, c'est la même machine qui sert à le libérer justement de son exécution qui est censée arriver le lendemain matin. Donc c'était assez drôle. Pareil, ça me fait penser le coup du je te vois. Quaritch il a toujours pas compris. À chaque fois qu'on lui dit je te vois, il dit ouais je sais. Par exemple Varang, quand elle lui dit après l'avoir drogué machin, et qu'il lui dit en gros je suis le mâle alpha dont tu as besoin toi en tant que reine alpha, elle lui dit je te vois. Du coup donc en gros je vois que tu es honnête et que tu as effectivement quelque chose d'intéressant à m'apporter, donc j'accepte ta proposition. Et lui il est là, je sais plus ce qu'il répond exactement, mais en mode ouais, ça marche, moi aussi je te vois, t'inquiète barquette quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Et pareil, quand Jake lui... Et ça, pour le coup, c'est vraiment très important, c'est que quand il vient parler à Jake dans sa cellule, Jake il lui explique, il lui dit mais mec, tu as des nouveaux yeux, ouvre-les. Ou comme je disais pareil à nouveau dans mon récap résumé, tu n'es plus le colonel Quaritch.
tu es quelqu'un de nouveau, tu es une nouvelle personne dans laquelle on a mis des souvenirs, tu as hérité d'une haine qui n'est pas la tienne, tu n'es pas censé faire ce que tu es en train de faire. Voilà, en gros, réveille-toi, connecte-toi, il lui dit d'ailleurs, connecte-toi à quelque chose de plus grand que toi. Traduction, connecte-toi à Ewa. Tu verras que tu es rien en fait, tu es insignifiant et que tu as tellement plus à apporter à l'univers. Et du coup lui aussi il lui dit un truc du genre je te vois ou je sais plus, et l'autre il lui dit je te vois à 6 heures pour ta... en me faisant une petite pause, je te vois à 6 heures pour ton exécution. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez drôle, le détournement à chaque fois de Quaritch de cette expression qui est censée être hyper lourde de sens, très sage, très spirituel. Et lui, c'est genre, à tout à l'heure, quoi. Donc, je trouvais ça assez marrant. Et pareil, toujours le concernant, une fois que tout le monde s'est un peu évadé, que Spider a rejoint Jake, je m'attendais justement à ce qu'à ce moment-là, il y ait un petit coup de trahison, parce qu'il y a un des hélicos qui s'apprête à tirer sur Jake et Spider, parce qu'à la base ils veulent pas tirer parce qu'il faut pas tuer Spider vu qu'on a besoin de lui pour faire les tests, machin et tout ça. Mais finalement la générale elle n'a rien à faire, butez-le. Le mec hésite, en même temps de l'autre côté il y a Quaritch qui arrive en disant non mais ne le tuez pas, ne le tuez pas, ne le tuez pas, et je m'attendais à ce que ce soit Quaritch qui abatte l'hélico en fait. Et que du coup ce soit un événement pareil à nouveau, qui crée une scission entre Quaritch et le colonel Ardmore, et que du coup peut-être ça aurait poussé Quaritch à plus explorer son côté Na'vi en étant banni, rejeté, voire même criminalisé par les humains. Ça n'a pas été le cas puisqu'au final c'est la Goth qui apparaît, Neytiri, qui abat avec son move comme elle fait à chaque fois en arrivant d'en haut, la mort venue du ciel, et qu'elle abat les hélicos, sauf que maintenant elle a des flèches explosives, donc c'est plus les mêmes dégâts que juste un petit trou dans le pare-brise. Et puis c'est là qu'elle sort peut-être l'une des meilleures répliques je trouve du film, avec son Magic dans la voiture, grimpe sur mon crâne, on se casse. Donc voilà, je trouvais ça très sympa. Et puis donc après tout ça, c'est là qu'il y a ce moment où j'ai vraiment pas compris la décision. Je me suis même demandé si c'était pas Jake qui était en train d'essayer de troller sa femme pour avoir une réaction, ce qui au final est le cas puisque ça provoque une réaction de Neytiri. Mais j'ai vraiment pas compris Voilà, en gros Jake, depuis qu'il est devenu papa, il fait que des choix de merde en fait. Donc je sais pas si c'est la peur effectivement, comme on en avait déjà parlé par rapport au second film, ou la peur de perdre sa famille et tout ça, et que maintenant en plus il a déjà perdu un fils, qu'il est en plus en colère, et qu'il se sent malgré tout coupable, et qu'il doit se sentir aussi coupable d'en vouloir à son fils, d'avoir causé la mort de son grand frère. Voilà, il y a un peu tout ça qui se mélange un petit peu je pense dans sa tête, mais il multiplie quand même les choix un petit peu teubés, notamment celui-là où en gros ils viennent d'être libérés par Neytiri. Il lui dit pose-toi là à la rivière. Bon, l'autre il veut pisser, la petite blague de Spider qui veut faire pipi. C'est vrai que d'ailleurs on ne voit jamais les Na'vi faire pipi, donc est-ce qu'ils font pipi? Et là où enfin Neytiri elle accepte Spider, elle comprend que voilà, c'est pas sa faute, qu'il a aidé Jake à s'évader, que même elle lui dit mais il a essayé de il t'a aidé à t'échapper, il a protégé nos enfants, machin, parce qu'il se sacrifie quand même pour sauver Kiri. Quand il se fait capturer justement, il met Kiri en sécurité, il les attire et tout. Donc clairement c'est un héros, il a cette âme de héros en tout cas, Spider. Et là, Jack il dit quoi? Il dit on va le buter en fait parce que comme ça évitera ce que les humains puissent vivre sur Pandora. Non mais mec, n'importe quoi. Heureusement il ne le fait pas, il change d'avis, il y arrive pas tout simplement parce qu'il l'aime. D'ailleurs l'autre lui dit au final il lui dit je comprends mais est-ce que tu m'aimes? Ben, évidemment je t'aime comme un fils. Mais c'est un peu le fouillis ce passage là et un peu bizarre. Surtout que Neytiri arrive un peu tard, heureusement qu'il a eu le bras faible parce que sinon elle serait arrivée un peu trop tard, et justement là je trouve que ça aurait été l'occasion de faire la même chose que ce qui avait été fait dans le premier film, même si pareil je pense que ce sera un reproche qui risque d'être fait à ce film là, du fait qu'il y a beaucoup de mécaniques scénaristiques qui ont été réempruntées du premier voire du deuxième film, surtout du premier. Mais là, je trouve que ça aurait été l'occasion d'envoyer un Atokirina, voire plusieurs, se poser par exemple sur la lame de Jake, sur sa main, sur Spider, quelque chose. Enfin, exactement la même chose que ce qui s'est passé la première fois que Neytiri a rencontré Jake et qu'elle a voulu le tuer en fait. Quand elle tend son arc et qu'il y a un Atokirina qui se pose sur la pointe de sa flèche en mode ne tire pas.
j'ai un plan prévu pour ce mec. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un truc comme ça. Donc la séquence du coup est un peu longue, un peu malaisante parce qu'on comprend vraiment pas ce geste de Jake de vouloir se débarrasser de Spider. Pandora est quand même une grande lune, donc il y avait peut-être moyen de l'envoyer très 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 loin, genre dans une grotte et puis on n'en parle plus, plutôt que de le tuer quoi. Enfin c'est son fils de cœur, enfin ça n'a aucun sens. Mais encore une fois c'est la même chose qu'au tout début quand il veut le renvoyer chez les scientifiques en mode il a plus de batterie dans son masque, on le renvoie là-bas. Mec, c'est. Enfin bref. Surtout que juste avant, tu nous as sorti le un fils pour un fils, qui avait énormément de sens pour toi. Et là, genre, ouais, bon, en vrai, c'est pas tant un fils. Il est pas si cool, donc on va s'en débarrasser, on le renvoie chez le fabricant, quoi. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu moyen. Mais bon, au moins, ça fait avancer un petit peu l'intrigue, puisqu'on voit que pour le coup. Neytiri, elle l'accepte enfin. Elle lui fait un petit câlin, elle lui dit justement à lui, elle lui dit qu'elle le voit enfin, donc elle a mis le temps, mais ça y est, elle le voit, elle l'accepte dans sa famille, donc rien que pour ça, ça vaut le coup, je trouve, que Jake ait fait de la merde, parce qu'au moins ça a permis à Neytiri d'évoluer sur sa vision de Spider, et pareil ça renvoie à ces théories qu'on a et ces petites rumeurs qu'il y a par rapport au fait que Neytiri risque ou va probablement, je sais plus si c'est 100% confirmé ou si c'est des rumeurs, bref, qu'elle va aller sur Terre soit dans le 4, soit dans le 5, enfin soit à la fin du 4, soit au début du 5, pour rencontrer les humains, voir un peu les dégâts et se rendre compte que tous les humains ne sont pas forcément des enfoirés de la RDA, mais qu'il y a aussi des gens normaux, gentils, qui souffrent eux aussi de leur situation et de leur coupure avec la nature, avec tout ça et tout ça. Et du coup là c'est un bon début. Déjà elle a accepté Spider comme étant certes le fils de son père, certes un humain, mais malgré tout qui mérite d'être un avis, encore une fois, honorifique et tout ça. Donc ça je trouve ça plutôt cool, surtout que ça répond totalement à ce qui se passe à la toute fin où Kiri se connecte avec Spider, qui se connecte pour la toute première fois à l'arbre des âmes, qui est donc enfin du coup une partie de Eywa. Ça y est, il est connecté officiellement à elle et il fait partie d'elle, et où il fait la rencontre dans l'arbre maison, donc ça c'est assez sympa aussi, de tous les ancêtres. Et là, ce qui est sympa, c'est que on a vraiment tous les ancêtres. On a plein de clans différents. On a le peuple de la mer, le peuple de la forêt, les différents peuples de la forêt et tout. C'est là que justement on revoit Eitukan, ça y est, ça m'est revenu. Lolo Ektan, donc le mari de Moat, le père de Neytiri, qu'on voit Tsute, qu'on voit plein d'autres personnages. Et ils lui font de la même façon que Jake, quand il avait été accepté par le peuple. Sachant que peuple, ça veut dire Na'vi, ça veut dire peuple hein, dans la langue Na'vi. Voilà, mais quand il avait été accepté par le peuple Omaticaya et qu'ils avaient tous mis leurs bras et que ça faisait ce dessin magnifique, et ben là pareil, le film se termine de cette façon où c'est Spider qui est accepté par tous les peuples Na'vi, donc par Pandora elle-même et par Eywa elle-même, et qu'ensuite on a ce recul et on voit carrément la lune entière, donc Pandora avec toutes les connexions des différents peuples et tout. Donc clairement, je pense que ce final aussi annonce pas mal de choses. Déjà, encore une fois, un changement de paradigme où ce ne sont plus les adultes, les parents qui sont les personnages principaux, mais les enfants, y compris Spider, qui est lui-même aujourd'hui accepté comme un des nouveaux héros, en tout cas, de tout ça. Et est-ce qu'au final, le porteur de graines, ce serait pas lui, au lieu d'être Kiri, et que Kiri serait plutôt le point central du dernier film par la quête de Eywa, et qu'au final, cette graine, ce serait cette petite chose qui a été implantée dans Spider, puisqu'il n'y a pas de genre, c'est pas genré en anglais, donc seed bearer, ça peut être autant un garçon qu'une fille, donc allez savoir, surtout que quand même le film se finit sur lui, donc c'est assez étonnant. En plus il ne se finit pas par quelqu'un qui ouvre les yeux, par Jake qui ouvre les yeux, donc rien que ça c'est un gros changement dans la franchise hein. Mais voilà, donc je me dis qu'à ce niveau là Spider va évidemment prendre encore plus d'importance, et j'ai trouvé que la symbolique était très belle d'avoir fait un écho avec ce qui s'était passé dans le tout premier film. Mais du coup, revenons quand même un petit peu en arrière avant ce grand final, puisqu'on a eu, comme je disais, certes, il y a des choses un peu redondantes, notamment sur la grande bataille finale, où la structure au final est quasiment la même que dans le premier film, puisqu'on a première phase de la bataille où on gagne un peu, puis la situation se retourne, on perd totalement, gros moment de détresse, de souffrance, de douleur qui est même encore plus intense que dans le premier film, et ensuite Eywa qui arrive à la rescousse après avoir donc été convaincu et contacté par Kiri, et de nouvelles créatures, cette fois aquatiques, et il y a toujours les Ikrans certes, mais au lieu d'avoir des créatures terrestres, on a des créatures aquatiques qui viennent se mêler à la bataille et qui changent le cours de la guerre, après évidemment que beaucoup de gens soient morts à nouveau. À chaque fois Eywa elle met toujours un peu de temps à se réveiller, c'est un peu dommage.
Mais bon, tant pis. Mais malgré tout, cette bataille, je l'ai trouvée quand même assez sympa. J'ai beaucoup apprécié justement la première phase où on se rend compte que aujourd'hui les Na'vi sont vraiment d'une supériorité hallucinante en termes de guerre, en termes militaires et tout, contre les humains. Quand les humains sont seuls, évidemment. Parce qu'ils se font mais vraiment laminer, surtout que les Tulkun, pareil, ça, j'en ai pas parlé, mais le fait que Loak et Payakan réussissent à convaincre les Tulkun de renier la voix du Tulkun et tout ça. Déjà, on a les trois autres enfants, Tsireya, Aonung et leur autre pote, qui ont réussi à être un peu convaincus, pervertis, comme disent les anciens Tulkun lors du conseil notamment, puisque d'ailleurs les Tulkun tuent. Hein. Ce n'est pas Payakan, mais les Tulkun de Tsireya, Aonung et machin tuent les espèces de tentapoulpes. Je me rappelle plus leur bref, je me rappelle plus le nom, faudrait que je retrouve ça. Mais les espèces de calamars là, ils en tuent un chacun. Donc ils ne suivent plus la voie du Tulkun, eux non plus. Heureusement, personne les a balancés, sinon eux aussi se seraient fait bannir et tout ça. D'ailleurs, le fait qu'il ait été banni, comme je disais, ça fait venir l'autre Tulkun femelle, une espèce de matriarche, enfin en tout cas une mère qui est la dernière survivante du clan de Payakan, et c'est horrible encore une fois de voir à quel point elle est mutilée avec tous les harpons plantés dans elle et tout. Enfin voilà, honnêtement toute cette partie là, moi je la trouve vraiment immonde. Enfin voilà, c'est vraiment l'immondice de l'humanité représentée sur un animal, et surtout dans son cas à elle. Déjà la pêche en général, mais dans son cas à elle, c'est vraiment voilà, immonde. Et elle a un discours très émouvant, tout ça, et ils réussissent à convaincre les ancêtres, qui sont gigantesquement magnifiques. Comme je disais, leur sound design est génial, mais surtout même graphiquement, et puis leur taille, bon, avec leurs bijoux, là, leur espèce de piercing et tout, enfin ils sont vraiment magnifiques. Et du coup, ils se mêlent à la bataille, ils ont réussi à être convaincus, un peu de la même manière que l'avait fait Payakan justement dans La Voie de l'eau, où lui-même avait accepté de tant pis, je suis un paria, mais au moins je vais sauver mon frère et sa famille. Et voilà, est-ce qu'il vaut mieux être un paria ou est-ce qu'il vaut mieux perdre les êtres pour qui nous sont chers? Il avait fait son choix. D'ailleurs, ce choix est confirmé, puisque quand ils lui disent qu'il est définitivement banni ou je sais pas quoi, il part en mode ok, dans tous les cas, je m'y attendais, je m'en doutais, mais j'ai fait mon choix. Mais malgré tout, il s'est battu, il a fait des efforts, et les autres sont convaincus, et ils se battent un peu de la même manière que lui, en encore plus massif et encore plus gros, donc ça fait encore plus de dégâts. C'est très drôle de voir à quel point les humains se font latter, mais en 2-2. Jusqu'à, évidemment, que Quaritch, qui avait été mis, pareil, au placard, parce que Ardmore, elle l'aime pas, vu qu'en plus maintenant il s'habille, il fait des peintures de guerre et tout, il se prend pour un Mangwan, je vais pas y arriver, et qu'en plus il baise avec Una Chaplin, bref, il baise avec Varang, voilà, je commence à être fatigué. Du coup, voilà, il est trop Na'vi pour elle, donc elle veut plus qu'il vienne, sauf qu'évidemment, ils viennent quand même, et heureusement, parce que sinon les humains se seraient fait latter encore plus vite. Malheureusement, ils sont très forts, puisque pour le coup, le peuple des cendres utilise à pleine balle l'armement humain. Donc c'est en fait, en gros, ce qu'il y a de pire dans l'humanité, à savoir nos armes, notre technologie de destruction, plus ce qu'il y a de pire chez les Na'vi, à savoir la déconnexion avec Eywa, cette soif de pouvoir, de destruction et tout ça. Et effectivement, ça fait d'énormes dégâts. Clairement, on peut se poser la question de est-ce qu'il reste encore beaucoup de Na'vi vivants après tout ça? Évidemment, c'est toujours le twist, hein, déjà dans La Voie de l'eau, ou même dans le tout premier film, on avait l'impression que tout le monde se faisait exterminer, et au final, à la fin, il reste quand même encore beaucoup de monde, donc voilà, c'est un peu la triche du scénario, mais pourquoi pas. Mais malgré tout, voilà, donc une bataille que j'ai trouvé vraiment très sympa. Évidemment, le retour de Turok Makto, je pense qu'ils auraient pu, pareil, en faire un petit peu plus par rapport à ça, mais en même temps, c'était aussi un moyen de ne pas remettre trop Jake sur un piédestal, donc pourquoi pas. Le fait qu'il se fasse un peu étaler, tout ça, pareil, j'ai pas trop compris, parce que bon, il s'assomme en se mangeant un mur, Jake tombe, machin, et lui aussi tombe à l'eau, sauf qu'à un moment on revoit Turok qui sort de l'eau, en mode bien badass et tout, un peu abîmé, mais genre il hurle, il y a les flammes derrière lui et tout, sauf qu'on le revoit plus. Je dis pas, il me semble qu'on ne le revoit plus. Justement, moi je m'attendais presque à un moment, quand justement Quaritch et Jake se battent sur le bord du rocher, je m'attendais presque à ce qu'il y ait Turok qui arrive et qui croque Quaritch ou un truc comme ça, en mode presque drôle, quoi. Mais non, Turok du coup est toujours en vie, mais il est plus dans le film, donc voilà, c'était peut-être juste pour nous montrer qu'il était toujours vivant et faire un plan badass, mais il était plus utile au scénario, donc je sais pas trop, bref. Et donc on a, comme je disais, ce passage de
Took qui se refait capturer par Quaritch, Varang et compagnie, Neytiri aussi, en plus elle a le bébé à ce moment-là de Ronal, et on est à nouveau comme à la fin du deuxième film sur le bateau avec des otages et Jake qui est obligé de venir appelé par Quaritch pour se livrer machin. Donc c'est un peu pareil, on retrouve un petit peu la structure, mais en même temps j'en ai déjà parlé dans mon récap résumé, c'est qu'au final Eywa c'est juste une histoire de cycle. Depuis le début on nous parle de cycle et tout, donc en vrai le fait qu'il y ait des choses qui se répètent, pourquoi pas. Et surtout que là quand même ça se passe un petit peu différemment. Le dénouement est quand même plus heureux, il y a pas, cette fois Neteyam ne meurt pas, et par contre j'ai bien aimé, même si effectivement c'était un peu bizarre, mais ce combat final justement avec Quaritch versus Jake sur les rochers qui volent, après le fait que Spider soit là, c'est assez sympa puisqu'il sert, comme je disais, de trait d'union entre les deux, et en même temps il essaye d'en protéger un et de tuer l'autre et tout ça, mais au moment où il va pour tomber, c'est Quaritch qui se jette pour le sauver. Bon, il a été blessé au bras, du coup il peut pas faire de traction, du coup c'est Jake qui est obligé de sauver Quaritch pour sauver Spider, voilà. Tout ce genre de choses. Le final est très drôle aussi de cette bataille, j'entends, puisqu'ils sont tous les deux là, l'un face à l'autre, avec Spider au milieu, et ils se regardent encore une fois en chien de faïence, en mode bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On vient de se sauver la vie mutuellement, machin, de se rendre service. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence à se taper sur la gueule. Voilà, même si j'aurais pas été choqué du fait que Quaritch tente un truc et que justement il se fasse croquer à ce moment-là par, par Turuk ou quoi, mais non, il se passe pas grand-chose, sauf que justement c'est là que toute la famille se lie, et notamment Neytiri en mode très très énervé. C'est d'ailleurs l'image qui sert de promo au film, où ils arrivent et qui menacent Quaritch de le tuer, même quand Jake tente de lui sauver encore une fois la vie, de l'épargner en tout cas, et il se jette du rocher dans l'espèce de tourbillon de démonia qu'ils appellent ça. Bon, c'est un peu bidon, c'est juste un truc magnétique quoi, encore plus puissant que celui de l'arbre des âmes dans le premier film, puisqu'il a carrément aspiré les bateaux et compagnie, donc c'est assez joli graphiquement encore une fois. Et du coup Quaritch se jette là-dedans, et on ne connaît pas la suite de son destin, il se jette dans les flammes et tout. On veut nous faire croire qu'il est mort, clairement il n'est pas mort, encore une fois je l'avais déjà dit mais dans mes théories, mais pour moi Quaritch il doit vivre un arc de rédemption, et là clairement on est là-dedans. En plus je me dis que symboliquement ça pourrait être assez sympa qu'avec cette chute là qu'il vient de faire en plongeant dans les flammes, qu'il soit blessé, marqué par le feu, genre une brûlure, un truc, pour montrer aussi une évolution en termes physiques de son personnage. Et par rapport à sa relation à Varang, ce serait une sorte de baptême du feu, littéralement, il a été baptisé par les flammes. Et ça pourrait renforcer leur relation, surtout que si le prochain film se passe dans 8 ans, voilà, peut-être qu'il aura justement passé ces 8 années avec Varang, peut-être ailleurs, parce qu'il doit plus rester pour le coup beaucoup de membres de son clan, donc ça se trouve, voilà, ils vont réapprendre à vivre différemment peut-être, lui va apprendre la voix des Na'vi, elle va lui apprendre du coup sa voix à elle, et que ce sera l'occasion ensuite de les réconcilier tous les deux avec Eywa, peut-être en le connectant lui pour la première fois, puisqu'il ne l'aura jamais été, surtout que Varang ne lui aura jamais dit tiens va te connecter à Eywa, vu qu'elle déteste Eywa, et en même temps de convaincre Varang, elle, de se reconnecter à Eywa, et ce sera en gros une rédemption, et je pense que les deux mériteraient une rédemption, ou en tout cas un développement. Peut-être que Varang ne mérite pas de rédemption, peut-être que Quaritch non plus, mais dans tous les cas, leur relation à tous les deux, un peu en paria, sans lien, avec beaucoup moins de liens en tout cas avec l'humanité, parce que je m'attends à ce qu'il se fasse passer pour mort en fait, Quaritch, et ça serait l'occasion justement d'en apprendre plus sur ce peuple des cendres, sur leurs croyances, sur notamment toute la mythologie autour de Varang et tout ça, du volcan, pourquoi pas. Donc ça pourrait être très intéressant à développer justement dans un 4e film, qui pour le coup normalement on devrait avoir pour thématique le métal ou la terre, allez savoir, puisque encore une fois l'air et au final l'air est un élément un peu redondant sans être central à un des films. Il a l'air d'être un petit peu redondant à chaque film, il y a toujours un peu la notion d'air, dans le tout premier évidemment avec le ciel, les montagnes volantes, machin tout ça. Dans le deuxième on est beaucoup axé sur le souffle, même le souffle guérisseur et tout ça, donc ça reste la symbolique de l'air. En le disant très rapidement évidemment, il y a d'autres éléments, et là avec le peuple des nomades de l'air, tout ça, donc voilà, l'air a l'air d'être plutôt un élément qui est ponctuel, qui vient un peu saupoudrer chacun des films, plutôt que d'être un élément central. Donc je pense que la théorie du Wuxing colle pour le moment toujours, surtout qu'on a encore cette notion qui a été renforcée là de métal, avec le métal, la matière interdite et tout ça.
Donc voilà, je reste assez confiant en tout cas pour ce côté-là de la théorie. Mais voilà, je pense qu'effectivement, donc comme je disais, Quaritch n'est pas mort. Kiri, Spider, ils vont nous faire des bébés violets bientôt. Loak, Tsireya, je m'attendais presque à ce que Loak ait enfin son tatouage facial. Ce sera pas encore le cas, mais maintenant ça y est. Les Tulkun ont accepté Payakan, ils ont accepté de s'éloigner de la voix du Tulkun et tout ça, donc ils ont réaccepté Payakan et donc Loak va clairement devenir le Tulkun Rider qu'on attend tous de voir dans le 4e film. Donc je m'attends à ce qu'on le revoie justement plus tard avec ses tatouages et tout ça, parce que pareil, le fait qu'il ait perdu son Ikran au début de ce film-là, c'était aussi un moyen, je pense, de confirmer qu'il n'est plus un Omaticaya, mais un Metkayina maintenant, avec justement son lien avec Payakan et tout ça. Donc je trouve que la symbolique est plutôt sympa. Pareil, le fait que Jake ait perdu son Ikran, c'était un moyen de justifier et de le forcer à redevenir Turuk Makto. Pareil, ça c'est un élément que j'ai trouvé un peu bizarre, mais pourquoi il a d'un coup dans ce film-là, au début, il dit non, je ne veux plus être Turuk Makto parce que quand on chevauche la bête, on devient la bête, et Turuk Makto il est pas gentil. Mec, t'as sauvé le monde, quoi. En quoi t'étais devenu une bête sauvage, en quoi... Enfin, c'était un peu bizarre. C'était rajouter un enjeu là où il n'y en avait pas forcément besoin, mais voilà. Donc encore une fois, ce film n'est pas parfait, mais je pense que beaucoup de ses imperfections sont liées au fait qu'il a été cuté. Donc je le redis, et je pense que je vais terminer là-dessus, la vidéo est très très longue. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu, mais en gros, je pense que ce film aurait été encore mieux, et certes un peu plus peut-être dit dur à encaisser, mais moi j'aurais adoré avoir la version de 5-6 heures là, qui était prévue au début. Peut-être que ça aurait été trop long 5-6 heures, mais un peu moins cuté, je pense que ça aurait été pas mal, et c'est d'ailleurs une chose que j'avais déjà dit à l'époque de La Voix de l'eau, où notamment la bataille finale, on sent qu'elle est cutée, puisqu'il y a des soucis de genre où sont passés les Metkayina, où sont passés les soldats humains, où sont passés... Bref, voilà, où est passé le temps, où sont passés les plans et les rushs. Et là, c'est un peu pareil, mais sur beaucoup plus de choses, je trouve. Donc j'ai vraiment l'impression que tout a été un peu raccourci pour rentrer dans les cases, mais tout manque un petit peu de profondeur et de la saveur avatarienne. Parce que c'est vrai qu'Avatar, c'est quand même aussi des plans contemplatifs, c'est aussi de la spiritualité, de la philosophie un petit peu, même si c'est de la philosophie des fois de comptoir et que c'est très superficiel, mais ça reste des beaux messages, que ce soit l'écologie, la famille, la transmission, l'acceptation de soi, le deuil et tout ça. Il y a plein de thématiques qui sont un peu trop survolées, je trouve, dans ce film-là, et c'est assez dommage, je trouve. Il aurait été parfait, peut-être avec ne serait-ce qu'une demi-heure de plus ou 3/4 d'heure de plus. Certes, c'est compliqué après, je sais, à distribuer. Déjà 3h20, c'est 3h30, je crois que c'est le max. Après, les cinémas, ils ont du mal à vouloir distribuer tout ça. Mais j'espère, je me dis que là, vu que maintenant l'arc complet, La Voix de l'eau et Feu et Cendre sont terminés, je me dis, est-ce qu'il va pas nous sortir un coffret collector ou que sais-je, avec les 2 films en version longue, qu'on pourrait, ou même, ça se trouve, moi je trouve ça trop délire de faire un film de 10 heures en fait, où vraiment il n'y a pas de générique, il n'y a pas de coupure entre les deux, le premier se finit, la voix off, machin, Jake ouvre les yeux et boum, on enchaîne sur le rêve de Loak avec son frère, et puis on fait le raccord et c'est parti quoi. On aurait juste 2 fois la séquence avec la chanson de Neytiri qui chante pour le deuil de son fils. Mais je sais même pas si ce serait vraiment dérangeant, quitte à la recouper légèrement cette séquence-là pour qu'elle colle mieux. Mais honnêtement, je suis preneur. Voilà, dans tous les cas, je suis preneur. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Balancez vos commentaires et tout ça, je vous lirai évidemment. Je referai une vidéo, peut-être pas demain, peut-être demain. Si la nuit porte conseil ou pas. Après, je pense... J'ai l'impression d'avoir plus ou moins évoqué au moins tout ce que j'avais à évoquer. Peut-être pas dans le détail, donc on verra. Je vais devoir le défendre demain parce que j'en suis convaincu encore une fois que les copains vont trouver des choses à redire et ils auront probablement raison sur certains éléments, mais je défendrai sur certains autres. J'ai même vu, c'est assez dommage, déjà des médias qui ont tendance à clasher le film alors qu'il n'était même pas encore sorti hier. Voilà, bon, pour faire du buzz évidemment, encore une fois, on est très loin de la catastrophe que j'ai pu voir sur certaines miniatures ou sur certains titres d'articles, donc au bout d'un moment, redescendez, alors que vous encensez des grosses bouses, notamment ultra politisées ou quoi, mais bizarrement, on s'en rend compte, hein, puisqu'il y a certains médias, cinéma notamment, qui sont devenus ultra politisés ces derniers temps, alors qu'ils essayent de nous faire passer ça en soum-soum. Au moins, moi, quand je vous dis un truc, je l'assume, même si heureusement, il n'y a pas besoin dans Avatar de parler de politique. Encore heureux. Mais voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Évidemment, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement surtout.
C'est très important. Et sur ce, ben, on se voit demain soir au plus tard chez l'écran fou pour le live débrief Avatar et plein d'autres petites choses, petites réjouissances de prévues. Donc sur ce, encore merci et à très vite sur Anacaland. Bye.